Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi pensa a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cosa? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché se no, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro doveva diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di fare l'amore, no? E immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso. Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione. Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.
Souvenez-vous, c'était un grand moment. C'était le début de la campagne présidentielle. Un François Hollande qui fendait l'armure et qui lançait ce grand appel qui allait ravir la gauche de la gauche et l'ensemble des socialistes. On l'écoute, c'était au Bourget, on s'en rappelle. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Pourquoi vous voulez revenir là-dessus, Mickaël ? Tout simplement parce qu'en fait, en cherchant bien, ils ont trouvé des noms, ils ont trouvé des visages, mais ils ont surtout aussi décidé que c'était pas un adversaire. Puisque vous prenez Monsieur Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, aux côtés de Pierre-René Lemas, donc numéro 3 de l'Élysée, qui voit donc à peu près tous les jours François Hollande en croisant au moins dans son bureau et en faisant des réunions avec lui. Eh bien, c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild. Voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. Ça c'est encore pour l'Élysée, on se dit bon, encore, mais alors encore plus savoureux. On va aux côtés d'Arnaud Montebourg. On regarde comment il a composé son équipe, Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand, pourfendeur de la finance, n'est-ce pas, et qui allait, son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël, et il vient d'où ? De la banque Rothschild également. Donc on voit bien que cette banque-là, qui effectivement a un visage, a des noms et au fond a surtout certaines qualités, eh bien est devenue pourvoyeur donc de collaborateurs de haut niveau et certainement talentueux aux côtés According to some, it's about protecting civilians. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. Others say it's about oil. The only reason they're interested with Libya is about the oil. You think we'd be in Iraq if the major export there was broccoli? But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret. Because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this, one in 96 and another one in the year 2000, called the World Mataba Conference, organized by Gaddafi. And everybody was interested. I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. And Libya has 144 tons of gold. The UK has double that, but 10 times the population. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. Some say because the Americans were desperate to prevent OPEC from transferring oil trading in all its member countries to the euro. A gold dinar would have had serious consequences for the world financial system, but may also have empowered the people of Africa, something black activists say the US wants to avoid at all costs. The United States should welcome the self-determination of Africans. They certainly have denied self-determination to Africans inside the United States, so we're not surprised by anything that the United States would do to hinder
self-determination of Africans on the continent. The UK's gold is kept here in a secure vault somewhere in the depths of the Bank of England. As in most developed countries, there's not enough to go around. But that's not the case in places like Libya and many of the Gulf states. A gold dinar would have given oil-rich African and Middle Eastern countries the power to turn around to their energy-hungry customers and say, sorry, the price has gone up and we want gold. Some say the US and its NATO allies literally couldn't afford to let that happen. Laura Emmett, RT. For Africa, because now the United States has inserted AFRICOM into Africa. Soldiers are there, supposedly trying to track down Mr. Kony. But in reality, it has nothing to do with the Lord's Resistance Army. It has everything to do with the mineral strength in Central Africa that America will never be a superpower in the 21st century if she doesn't have access to those strategic metals and minerals. And now that the African Union would even recognize the National Transitional Council, it's so grievous to me because those Arabs that hated Gaddafi because Gaddafi spent treasure of Libyan oil for African development. So when he invited Africans to come into Libya, he wanted even the marriage of black Africa with Arab Africa because he said in his green book, you know, the future belonged to the black man, that we would ultimately prevail in the world. And their hatred of what he did caused them, when they overthrew Gaddafi, to kill and slaughter Africans in Libya, black Libyans and Africans that were living in Libya, slaughtered. And I could not for the life of me understand how the African Union would recognize them without some kind of reparation for the destruction of black African life. Weak leadership, weak, cowardly leadership that is so frightened of North America and Europe, that you allow yourself to be trodden underfoot so that the next generation receives nothing but the legacy of cowardice. So yes, I would like to add the Nation of Islam to Africa's development, but right now poor Africa has to get her head in the right direction. Thank you for your question, Mr. Walcott. I'm sorry I went so long, but it was a wonderful fut le premier pays à reconnaître le Conseil national de la Révolution et aimerait savoir ce que pense le régime du président Sarkozy.
Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, s'insurge Saïf al-Islam. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide pour qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Rendez-nous notre argent, on a tous les détails, les documents, et on révélera tout prochainement. Le document révélé par Mediapart est-il authentique ? La note a toutes les apparences d'un document officiel libyen. On y lit en arabe qu'un accord a été passé pour appuyer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007, pour un montant de 50 millions d'euros. Si le document est authentique, il accrédite les menaces proférées par Mouammar Kadhafi et par son fils l'an dernier, peu avant le déclenchement de la guerre. Les dirigeants libyens avaient affirmé publiquement détenir les preuves d'un financement occulte du président français. Des voyages avec un objectif caché, le financement. C'est une affaire d'État énorme. Un politicien payé, recevant de l'argent d'une puissance étrangère. Datée de décembre 2006, la note est adressée à cet homme, Béchir Salah, ici en photo. Il était surnommé le caissier de Kadhafi. Aujourd'hui, il dément avoir été jamais destinataire d'un tel document. Cet homme réside en France depuis le mois d'avril. Il est pourtant recherché par Interpol qui voudrait l'extrader vers la Libye. Il est sous protection de l'actuel pouvoir français, de M. Guéant notamment. Malgré les démentis, Eddie Plenel ne doute toujours pas un instant. Il est persuadé d'avoir révélé une affaire d'État et rappelle que Ziad Takieddine croit la note authentique. Et à notre grande surprise, l'intermédiaire qui a le plus à perdre dans cette affaire, M. Takieddine, découvrant ce document hier, grâce à Mediapart, dans le bureau de ses avocats à Paris, a confirmé l'authenticité de ce document et a surtout dit que ce que dit ce document est exact. Tous les éléments, tous les ingrédients de cette lettre sont totalement réels. C'est une infamie quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi, au service secret de M. Kadhafi. C'est un montage. Quand vous pensez... d'abord, Mediapart est coutumier de mensonges. Mediapart, c'est quoi? C'est une officine. Vous le savez très bien. Au service de qui? De la gauche. Là, une officine financée par de riches amis de M. Hollande, qui depuis 5 ans n'a de cesse que de vouloir traîner dans la boue le président de la République. On est là dans la calomnie, on est dans l'absurdité. Ce que je constate, c'est que on est à 7 jours des élections et que, comme par hasard, c'est le moment où toutes ces boules puantes sortent d'une façon qui est parfaitement scandaleuse. Un peu plus de 663 milliards d'euros en 95, 1646 milliards à la fin du premier trimestre 2011. Un chiffre colossal qui représente 84,7% du PIB actuel et une explosion en 5 ans. Résultat direct de cette forte augmentation, celle aussi des intérêts à payer par l'État pour financer le déficit. Et là encore, le chiffre est astronomique, 50 milliards d'euros par an, ce qui correspond au deuxième poste de dépenses pour les finances publiques. La France ainsi que l'Autriche ont perdu leur triple A. Elles sont désormais notées AA+ par l'agence américaine. C'est la première fois depuis 1975 que la note de la France est dégradée. Selon les économistes, cette dégradation de la France consacre son décrochage vis-à-vis de l'Allemagne et menace la cohésion de la zone euro. Thierry Gaubert, conseiller de Sarkozy lorsque l'actuel président était ministre du budget de Balladur, un autre proche de Sarkozy, l'ex-ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, l'a appelé lors de sa garde à vue. Il affirme que sa femme balance beaucoup de choses devant le juge selon des écoutes. Nous sommes donc en présence d'une immixtion totale du pouvoir exécutif au plus haut niveau. C'est un conseiller de Nicolas Sarkozy, c'est aussi l'ancien ministre de l'Intérieur. Il commet de façon incontestable une violation des règles du droit pénal et il entrave le bon déroulement du travail du juge d'instruction. Jeudi, l'Élysée affirmait dans un communiqué que le nom de Nicolas Sarkozy ne figurait dans aucune pièce ni aucun témoignage, ce qui est inexact. Problème, comment de telles fuites ont pu avoir lieu? Les syndicats de magistrats et la gauche exigent une enquête pour violation du secret de l'instruction. En 1995, Sarkozy était le porte-parole de la campagne Balladur, une campagne fratricide entre balladuriens et chiraciens qui se conclua par la victoire du clan Chirac. Le nouveau chef de l'État avait immédiatement ordonné la révision de ses contrats d'armement lors de son élection.
7 ans plus tard, à peine réélu, Jacques Chirac se recueillait devant la dépouille des 11 Français tués à Karachi. Nicolas Sarkozy a menti. Que dites-vous là ? Il y a eu Fukushima. Avec Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons été à Fukushima. Il arrive à Nicolas Sarkozy de mentir, c'est le cas sur l'affaire Karachi, et il a menti pas plus tard que vendredi dernier. Vous vous souvenez de cette réunion off avec quelques journalistes, dont Thierry Arnaud, qui était venu nous expliquer ça lundi, où le président expliquait que sa mise en cause dans l'affaire Karachi revenait à accuser quelqu'un de pédophilie en quelque sorte. Eh bien, dans cet entretien off, le président met au défi les journalistes de prouver qu'il avait eu, en tant que ministre du budget, à se prononcer sur les contrats d'armement pakistanais, sur le contrat Agusta. Je n'ai jamais été ministre de la Défense, voilà ce que disait Nicolas Sarkozy vendredi. Je n'ai effectivement du gouvernement Balladur. Je ne suis pas au courant des contrats de sous-marins négociés à l'époque. En tant que ministre du budget, je n'ai jamais eu à en connaître ni de près ni de loin. Voilà ce que disait le président. Eh bien, ça s'appelle un mensonge. C'est le site Mediapart qui a publié hier une lettre de François Léotard, classée, vous le voyez, confidentielle défense, une lettre du ministre de l'armement, de la défense de l'époque, au ministre du budget, Nicolas Sarkozy, lui demandant justement d'accepter le contrat Agusta en apportant la garantie de l'État, la garantie du ministère du budget. Ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de Pôle emploi. La France compte désormais 2 844 800 chômeurs sans aucune activité, plus 5,2% par rapport à l'année dernière. Un niveau jamais atteint depuis 1999. Pôle emploi a de nouveau enregistré 29 900 chômeurs de plus en novembre. Premiers touchés ce mois-ci les jeunes de moins de 25 ans. Mais sur l'année, ce sont les seniors les premières victimes, avec une hausse de plus de 15%. Viennent ensuite les femmes, plus 7%. L'embellie envisagée en 2010 par le gouvernement n'aura donc pas eu lieu. Selon l'INSEE, le seuil des 10% de demandeurs d'emploi pourrait même être dépassé en juin prochain. Le président a pris, je cite, systématiquement les décisions les plus injustes et les moins efficaces depuis le début de son mandat. Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir en expliquant qu'il fallait travailler plus pour gagner plus et qui a dit en 2007 « Je m'y engage, je le dis aux Français, en 5 ans on arrivera à 5% de chômeurs. » que s'il ne parvenait pas à réduire le chômage, il dirait « j'ai échoué » et c'est aux Français d'en tirer les conséquences. Dernière question d'actualité avant de passer la parole aux Français. Plusieurs sites internet affirment que le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai ? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Son fils, Saïf al-Islam, affirme que vous avez reçu de l'argent de la famille Kadhafi. Une référence morale sans doute. Je suis désolé pour vous que vous soyez la porte-parole du fils de Kadhafi. Franchement, je vous ai connu dans un meilleur rôle. Monsieur Kadhafi, qui est connu pour dire n'importe quoi, avait même dit qu'il y avait des chèques, que son fils les produise. C'est grotesque, et je suis désolé que sur une grande chaîne comme TF1, on doive m'interroger sur les déclarations de monsieur Kadhafi ou de son fils. Toutes les questions sont posées ce soir. Ça, je les accepte toutes, mais toutes les réponses sont audibles. Quand on cite M. Kadhafi, son fils, M. Kadhafi qui est mort, son fils qui a du sang sur les mains, qui est un régime de dictateurs, d'assassins dont la crédibilité est zéro, et quand on reprend à son compte les questions qu'il posait, franchement, je pense qu'on est assez bas dans le débat. À Bruxelles, il s'appelle Marcus Kerber. C'est un juriste qui ne laisse rien passer, notamment contre la France. Écoutez. Le problème de la France, c'est qu'elle se permet un train de vie qui est totalement inapproprié. Et ce président doit défendre son bilan. Il est ainsi devenu prisonnier de sa propre politique qui est néfaste. Je pèse mes mots. Néfaste, monsieur. C'est la France qui, grâce à Sarkozy, est l'homme malade.
Nicolas Sarkozy, c'est un président comme tout le monde, mais moi je ne l'aime pas. Il a mené la guerre en Afrique, il a mené la guerre en Côte d'Ivoire, et je ne l'aime pas. Nicolas Sarkozy n'a dit boxeur. Sa femme est une sa mère est une Il n'a même pas passé son baccalauréat, il a brûlé l'hôtel 76 de Éric Gary Lafayette. Et c'est un criminel, on va l'envoyer CPI, équivalent OICS, Cour pénale internationale. On va Sarkozy, ce fils de Tous, je pense que Nicolas Sarkozy est le fossoyeur déjà de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Il a commencé par la Libye, il a fini en Côte d'Ivoire et là maintenant c'est au Mali. Autant il a détruit la France, autant il entend détruire encore plus toute l'Afrique de l'Ouest sous des fallacieux prétextes de démocratie. Il est allé bombarder la Libye, il est allé bombarder la Côte d'Ivoire. C'est le nouveau shérif. Voilà. Je pense que Nicolas Sarkozy c'est un imbécile. Ce n'est fait n'importe quoi en Afrique, il fout la merde en Afrique. Sarkozy était un assassin, il a tué des Ivoiriens. À cause de Sarkozy, il a installé un pantin en Côte d'Ivoire du nom de Alassane Dramane Ouattara qui tue les Ivoiriens. Sarkozy c'est un voleur, il pille le peuple ivoirien, il pille le cacao du peuple ivoirien, il pille notre or. Sarkozy c'est un manipulateur, oui, il installe des gens en Côte d'Ivoire par le biais de la France-Afrique, en Afrique, pour piller nos richesses. Et après il vient parler d'immigration, ce fils d'immigré, ce fils de vient nous parler d'immigration alors qu'il met la zizanie en Côte d'Ivoire. Et où il veut qu'on aille, on viendra ici. La première personne qui a au courage d'immigration, c'est bien Nicolas Sarkozy. Il a foutu la merde en Libye. Il était ami avec Kadhafi il n'y avait pas 2 jours. Et un mois plus tard, parce que ce monsieur a refusé de lui vendre des Kalachnikov pour tuer le peuple libyen, il a tué le monsieur. Il savait très bien que Kadhafi était un mauvais. Mais pourtant, il a reçu au palais de l'Élysée. Et après, il a tué parce que le monsieur ne faisait plus son business. Sarkozy c'est un manipulateur et il doit dégager et comprendre qu'on n'a pas besoin de lui ici. Ce nez, ce nabo, qu'il aille en affaire, qu'il je Sarko.局的主席，还在于他始终在密切关注进入世界舞台中心的中国将如何面对世界。那未来我第一个想到的其实就一个问题是，当中国的确强大了，走到了这个中心了，我们要向世界奉献什么样的产品呢？除了直接肉眼可以看得到的 Made in China 的产品之外，还有什么是我们要给世界的？比如讲，在人类所面临的挑战，气候变化，对，是吧？我们是不是能够提供更多一点公共产品？和平发展问题，我们能不能够提供更多的公共产品？我刚才讲了维和，我们是不是能够多做一点？第二，我觉得就是我们呢，要向世界阐明我们的一些主张，这个很重要。你比如讲，我不知道严嵩你注意到没有？从这个过去20年，你回顾这个国际关系的轨迹，有2个思路。第一个思路呢，就是要改造人家，你得听我的，你不听我的，老子就揍你。但是伴随着奥巴马上台，其实就是一场校正，是吧？校正，你这个讲得很对。还有一个思路呢，我不是要改变人家，我寻找共同点，和而不同，我们呢寻找共同点。寻找共同利益，就是发现共同利益，发展共同利益，使共同利益最大化。还有没有您在想到2010年到来的时候，会有您，也许会发生这种变化，是您期待的？2010年呢，上海世博会举行，这个是任您在其中。对，这个是一件了不起的事情，因为到了中国来举行。人类历史上第一次以城市为主题来举办世博会，城市让生活更美好。对，
这件事情我认为呢，对中国老百姓来讲很重要，因为我们正在处在一个城市化的高潮当中。城市化应当怎么样搞？并没有固定的模式啊，而且各个城市的领导者他们的思路也并不一样，所以我想希望中国人能够从世博会当中找到一条参照古今中外的好的和经验和失败的教训，找到一条适合中国城市化的道路。第二，几万日本人在那排队，在一个公园里头。后来世博会一结束，都拆掉了，环保理念非常强。对。logo 都是绿的，绿颜色的，绿颜色的，是的。他排队，因为这个世博会大家都来看了，很短的时间，就是184天，几万日本人排队，等了几个小时，一走之后地上片纸不留，你不能不佩服日本人的秩序啊，或对这个公共道德。我想我们中国人，能不能排队排几个小时，加塞会不会有？弄得这个地上狼藉不堪，会不会有？这个事情人家不是看。所以我在这个日本爱知世博会的时候跟他们因为我是评委，大家都这一点，各国的评委很佩服，就看出来一个国民的素质。我想我们的国民的素质是正在提高。我真诚的希望利用这个世博会这个机会，把我们的素质进一步提高。因为奥运会我看到我们的素质就有所提高，啊，你说我们在公共场合的服务比过去有较大的改善，利用这个东西，不要向好的学习，不要向那些差的看，也不能只满足于我当了东道主了，然后这种骄傲感使自己忽略了很多细节。对了，现在可能中国将来真的进入到了一个细节进步的时代啊！你讲的太重要了，这是细节了。你就看一个国家的发展，看一个国家老百姓的素质，它往往是细节说明问题。2010年就在这个月。经济学家吴敬琏就将迎来他的80岁的生日。外交、经济、外贸。08年的时候还有一个30年，那是在我们邻居之间，比如说中日之间，在08年的时候正好是和平的这个友好条约来签30年，而且也是中国改革开放30年，那正好邓小平30年前又拉开改革大幕的时候访问的日本。你怎么看待在这样一个30年年份的2008年里头，中日之间签署了第4个这样的一个政治性文件？当然，这是一个大家都会注意到的是胡锦涛主席的暖春之旅。确实，这几年这个中日关系有了不平凡的经历。那么这次在日本方面这个我觉得还是有很多的这个政治家那么这次奥运会的时候我觉得我们作为外交官还是要更多的为两关系的发展。但是这2年呢，明显发生了变化。我希望目前的这种良好的关系能够保持下去。那么现在国际上就面临着一个很大的问题，那就是要应对金融危机。这个危机对美国、对欧洲是挑战，对我们亚洲、对中日两国也是挑战的。那么中日两国都是亚洲的经济大国，那么我们在保持亚洲的经济的发展既对国际上的这个金融机构进行必要的改革方面，应该更多的进行交流。谈到08年的这个外交的时候，大家印象还很深的是，外交也需要平台，而明显在08年的时候，我们的平台变得更大了。你看，像奥运会开幕式的时候，哎呦，几乎是空前的，从来没有过一届哪个国家办的这个哪个城市办的奥运会会有这么多国外的领导人来出席。还有像这个中欧峰会的时候，一下45个。那么这个对于外交来说，该是一种什么样的这个考验？您怎么看待这个变得更大更高的平台？我认为现在的平台确实是越来越多了。这主要是因为一方面世界已经进入了一个全球化的信息化的时代，各国都更加重视多边外交。另外一方面，也是由于我们国家的实力、影响、作用已经明显上升了。由于奥运会、由于亚欧峰会等等原因，我们共同接待了180多位国家元首、政府首脑跟其他领导人。在建国60年的这个生涯呢，是从来没有过。从来没有过。
从来没有过。现在我们都在学习科学发展观，科学发展观讲的一个根本的方式方法，就是要统筹兼顾。那么统筹兼顾呢，也是推进外交的根本的途径。我觉得方面应该讲3个统筹。第一个就是统筹国内国际2个大局。我们需要呢清楚地看到，就是现在外部世界对中国的发展有着重要的影响。那么中国的发展又世界的形势的走向有着重要的影响。所以外交现在必须要有个全局观念。第2个统筹呢，就是要统筹好这个地理区域这个外交跟具体领域的外交。大家细想一下经验发生的情况比如说要应对金融危机，这并不是某一个地区的问题，对这是一个领域的问题，就金融领域将来当然可能还发展到其他的领域所以要有一个全局的观念，要把握住这些问题，看清走向，要认识到这个问题的走向对我们国家的经济，对我们国家的社会发展会产生什么样的影响，对世界的经济社会发展会产生什么样的影响，对我们同有关国家的国家关系将发生什么样的这个作用，这些都是必须要考虑的。所以我觉得我们现在要更加重视比如说安全外交、经济外交、人文外交、公共外交等诸方面。另外一个统筹就是要统筹好双边跟多边。我们一方面要继续发展我们同这个大国周边国家和广大的发展中国家的友好合作关系，另外一方面的话，我们要非常注重利用好联合国等国际舞台这样的话呢，能起到一个互动的作用，相互促进的一个作用。所以今年我们在联合国一些重大的会议上都发挥了很积极的。You know, the very term Novus Ordo Seclorum on the back of the dollar bill, that comes from the Roman poet Virgil. In ancient Rome, there was a poet that was appointed by the court of Rome to write poetry for Caesar. And of course, if you're going to write poetry for Caesar, you want to write something nice that he will like. So Virgil, in one of his poems called Aeneid, wrote about the time when there would come a great world ruler in the seat of Caesar. But this ruler would be awesome in power, to be far more than any man could ever be. And that time when he would come, the sun would rise on a Novus Ordo Seclorum, a new world order. And when that one comes, it would be the beginning of a whole new civilization. And the term that Virgil used in Latin was Novus Ordo Seclorum, a new order of the world. But basically we're talking about the beginning of a reign with this king who is a son. Right. And he's basically going to take control of the world. Of the whole earth. Yeah. And the destiny of the human family, period. Okay. But is this ruler coming to kind of take control, is this a positive thing in your view or a negative thing? I think negative. Okay. I think very negative. I think that the agenda of this one who is to come is to mutate the human race. I believe that is what is is the agenda, is to mutate the human race, not necessarily evolution,
Though I believe that evolution has its place in the world, I think that there are things which do evolve. And I'm not talking about man coming from monkeys. Because obviously man did not come from monkeys. Man is evolving into monkeys. And so that's the problem. But there is a place for evolution. But that's not what I'm talking about. This ancient story coming from the ancient and prehistoric world has dominated all the cultures of the world. What that implies, I believe, is there's going to be some kind of a mutation of the human race in order to take the human family on the earth to a new style of life in the universe. And so what will be lost will be your humanity, your ability to show love and kindness to other people. There will be no room for that. Emotions, there will be no room for emotions. There will be no room for the American system of freedom, liberty, and justice for all. That's gone. That's out. There will be no more freedom, liberty, and justice for all. No more family love. No more humanity. You know, man reacting to man. No, all of that's going to be gone. This is him coming, actually, to come back to sit on the throne and to rule the world. And so maybe you can sort of start to paint that picture, because... Well, I would not be a bit surprised if they're already here, just waiting. Okay. They don't have to come, they're already